Bienvenue sur Ici Écho. Le Liban a marqué le vendredi 4 août le 3e anniversaire de la gigantesque explosion au port de Beyrouth qui a dévasté des quartiers entiers de la capitale. La déflagration survenue le 4 août 2020 dans un entrepôt abritant des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans précaution. L'une des plus importantes explosions non nucléaires jamais enregistrées, qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés. Après 3 ans, et les Libanais sont déterminés à poursuivre leur combat pour la vérité et pour demander que justice soit faite. D'autre part, au niveau économique et financier, Wassim Mansouri, premier vice-gouverneur à la Banque du Liban, prend la tête de la plus haute autorité monétaire dans le pays à partir du mardi 1er août 2023. La passation de pouvoir s'est faite dans le calme, conformément à l'article 25 du Code de la monnaie et du crédit, qui a prévu les modalités de succession en cas de vacances au poste de gouverneur. Mansouri a tenu une conférence de presse durant laquelle il a annoncé les grandes lignes de la politique qu'il compte suivre. Par ailleurs, le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a annoncé que son gouvernement ne pourrait plus assurer le financement des médicaments ni des salaires d'ici la fin du mois. Et cela au cours d'une conférence de presse mercredi passé, à l'issue d'une visite au patriarche maronite Bchara el-Rai. Alors que la Banque du Liban a suspendu les nouvelles demandes de change au taux de plateforme Sayrafa, le Conseil des ministres continue à discuter un projet de loi permettant au gouvernement de s'endetter en devise auprès de la Banque centrale. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées au projet de loi permettant au gouvernement de s'endetter en devise auprès de la Banque centrale et à la nouvelle gouvernance de la Banque du Liban et au plan de relance proposé par le premier vice-gouverneur de la Banque centrale, Wassim Mansouri. Et cela avec l'économiste et professeur associé et chercheur à l'Université Saint-Joseph, Dr Nicole Ballouz-Baker, et l'avocat au barreau de Beyrouth et de Paris et maître de conférence, Dr Antoine Sfer. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'accueil. Dr Nicole et Dr Antoine Sfer. Je commence directement avec vous, Dr Antoine Sfer. Quelle est la validité d'une réunion du gouvernement à Diman, comme avait proposé le Premier ministre sortant Najib Mikati, et par la suite, il avait dit donc voilà, nous n'allons pas avoir, cette réunion ne va pas avoir lieu à Diman, mais en premier lieu, il avait dit que non, nous allons avoir une réunion pour le gouvernement à Diman. Effectivement, la validité, oui, le gouvernement peut se réunir là où le Premier ministre peut convoquer les ministres, et tant que les ministres seront présents, alors il n'y a pas de problème, la validité est là. Alors, suivant le décret qui a organisé les travaux, si vous voulez, du gouvernement, qui peut être présent au Conseil des ministres? Le président de la République, le Premier ministre, les ministres, et tout fonctionnaire ou personne qui sera convoqué par le gouvernement afin d'exposer quelque chose. Mais quelles sont les conséquences alors juridiques? Mais ici c'est une convocation plutôt morale que constitutionnelle. C'est pour cela, je vois que le Premier ministre sortant a clarifié, si vous voulez, ce n'est pas un Conseil des ministres en bonne et due forme, vu que le Conseil des ministres, moralement, peut se réunir là où il veut, mais il ne peut pas prendre de décisions exécutives concernant des questions d'actualité, des questions économiques, des questions politiques, des nominations et tout, que dans le sérail ou dans le palais présidentiel ou au sein si vous voulez, d'un édifice étatique. Alors, c'est une question plutôt morale, vu qu'il n'y a pas de président de la République, on n'a pas pu élire un nouveau président à cause de dissensions et tout. Et je crois que le Premier ministre sortant veut, si vous voulez, avoir une certaine couverture. Une certaine couverture et un certain lien de connexion avec le patriarche maronite. Okay. Et c'est plutôt une réunion d'ordre moral, d'ordre national plutôt, que constitutionnel et politique. Docteur Nicole, Wassim Mansouri, premier vice-gouverneur à la Banque du Liban, a pris la tête de la plus haute autorité monétaire dans le pays. Wassim Mansouri a appelé les décideurs à maintenir la politique monétaire à l'abri des tiraillements politiques. Donc, quel changement prévu au niveau de la politique qui va être appliquée par le Conseil à la Banque centrale? Permettez-moi d'abord de m'interroger sur l'utilité de cette polémique économique lorsque nous sommes en train de nous rappeler, le 4 août, l'absence de toute justice, ou bien plutôt l'obstruction de la justice. Et donc, je ne vois pas comment
nous pouvons encore faire confiance à n'importe quelle décision d'une classe politique qui elle-même nous a conduit à cette dépression. Il faut combattre pour la vérité ici, pour que il faut demander justice soit faite. Exactement. Si on veut... Au niveau du changement prévu à la tête de la Banque centrale, vous pensez? C'est exactement, à mon avis, si l'on compare tout ce que M. Mansouri demande, et si on l'aurait appliqué lorsque M. Riyad Salemi était présent, Riyad Salemi aurait été un héros, probablement. Oh. Mais comment ça? Parce que si on avait fait le capital control, comme on l'avait... Vous parlez ici du plan de réforme qui... oui, du plan de réforme, parce que ce sont les... présenté par les vice-gouverneurs pour la phase transitoire. Oui, parce que ce sont les conditions que propose M. Mansouri, Dr Mansouri. Et en plus, moi, je ne vois pas comment je laisse aux hommes de droit de nous donner la différence entre l'article 91 du Code de la monnaie et du crédit et la loi et le projet de loi qui sont en train de demander afin de faire une couverture légale à, je ne sais pas, à donner des crédits, des prêts au gouvernement. Comment il va rendre ses prêts? C'est ça la grande question ici. Donc la Banque du Liban attend aujourd'hui l'approbation du projet de loi que le gouvernement a préparé, permettant au gouvernement de s'endetter en devise auprès de la Banque centrale. Encore une fois, et des réserves obligatoires. Des réserves obligatoires. Encore une fois, le gouvernement demande de s'endetter de l'argent qui existe à la Banque centrale, donc qui est l'argent des déposants aussi. Quelle est votre position? Nous sommes en train de discuter un concept très important en économie, et c'est l'indépendance. Ce genre de loi? L'indépendance de la Banque centrale. L'indépendance de la Banque centrale, il y a des critères pour dire qu'une banque centrale est indépendante. Et je crois que nous, on se leurre en disant que la Banque du Liban est indépendante. Premièrement, il y a l'indépendance organisationnelle. Qui nomme le gouverneur? Quelle est la durée de son mandat? Combien de fois il a le droit de revenir au pouvoir? Même le conseil de la Banque centrale. Tout ça, on a fait de Riyad Salemi, si vous voulez, quelqu'un qui a tous les pouvoirs parce que la durée de son mandat était de 30 ans. Il y a une polémique économique là-dessus. Est-ce qu'on peut dire d'un gouverneur qu'il est vraiment, il a assuré la stabilité économique, etc. Est-ce qu'il est vraiment bon pour le pays? Est-ce qu'il a bien fait pour le pays? Ou bien la durée du mandat réside au fait qu'il est obéissant. Mais revenons ici, oui, si vous permettez de revenir ici au projet de loi. Ce texte établit le montant des emprunts et les conditions sur base desquelles l'État libanais peut s'endetter en dollars de la BDL suivant un contrat précis et l'État devrait rembourser la somme en dollars. Pensez-vous que l'État est prêt à rembourser Pas du tout. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer d'augmenter les recettes fiscales pour pouvoir rembourser. Mais les recettes, avec toute l'évasion fiscale qui existe? Exactement. Qui va payer? Les gens qui, comme vous et moi, payons nos taxes. Un. Deux, est-ce que vraiment les recettes vont augmenter? Parce que lorsque vous n'avez plus ni de revenus, ni vous pouvez consommer, vous ne pouvez donc pas payer la TVA quand il y a donc cette dépression. Ici... Les recettes sont aussi, on ne sait pas s'ils vont faire des recettes. Au lieu qu'ils ne pensent à ce qu'on appelle réforme et donc diminuer les dépenses publiques, c'est-à-dire au lieu... contrebande, évasion fiscale, l'emploi du secteur public et tout ça. D'accord. Docteur Sfir, la situation aujourd'hui économique est reliée directement aussi à la situation politique, mais aussi en ce qui concerne l'aspect juridique de tout ce qui se passe avec ce gouvernement-là. Précisément au niveau de ce projet de loi, où M. Mansouri demande une loi qui doit être votée pour pouvoir toucher aux devises, aux réserves obligatoires. Comment décrire cet aspect juridique aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? En effet, avec le code de la monnaie et du crédit, il y a un rôle majeur confié à la Banque centrale.
c'est de guider, si vous voulez, la politique monétaire. Avec des projets de loi pareils, avec tout ce que, si vous voulez, l'ère Riyad Salamé a été marqué. C'était plus la politique monétaire, c'est la politique d'habitat, c'est la politique économique, c'est la politique d'endettement, c'est la politique de soutien et de support aux produits quelconques là, qui ont été avec la contrebande et tout. Alors c'était caduc et tout. Actuellement, moi je connais le vice-gouverneur, c'est un collègue. En effet, il veut une couverture juridique ferme à ce propos pour qu'il puisse payer. Le problème, c'est le secteur public. D'où le secteur public va toucher. Alors, pour dire, c'est ça, pour dire toute la vérité, il faut dire que l'endettement, les dépenses et même toute cette faille qu'on a eue, alors les déposants ont perdu leur 80%, 90% peut-être, et encore 10%, oui, mais ce n'est pas une solution. Ça, c'est les choses vont être dans une déflagration, si vous voulez, économique. Donc vous voulez me dire qu'il faut voter ce genre de loi. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de choix. Vous pensez qu'il n'y a pas de choix, vu que pouvoir continuer à payer aujourd'hui. Oui, vu que, Maurice, il y a une chose importante. Tant que les gouvernants ou la classe de business politique qui nous gouverne depuis 30 ans, 35 ans, n'a pas le choix de faire une réforme, mais cette réforme ne peut pas se faire qu'avec quelque chose qui s'appelle l'audit. Sans audit, on ne peut pas continuer. Mais l'audit, pas spécialement à la Banque centrale, dans les banques commerciales, et partout dans l'administration publique, il y a des milliards de dollars qui ont été dilapidés ici et là. Alors, il y a un grand problème à ce niveau. Le FMI, il y a des recommandations. Ces recommandations ne sont pas aptes à être réalisées et exécutées immédiatement. Dans l'immédiat, c'est impossible. Mais je ne vois pas qu'il y a un will de la part du gouvernement, ni même du Parlement, d'aller vers une solution ferme. Il y a encore quelques réserves obligatoires, c'est l'argent des déposants. On les dépense, alors d'ici quelques mois... Mais ça, c'est catastrophique. Oui, ça va mener à des troubles de toutes sortes avant l'élection d'un nouveau président. Vous dites quoi? Moi, je dis que ce projet de loi, c'est la légalisation... je vais le dire comme c'est la légalisation du vol. Du vol. Oui, parce que c'est les mêmes personnes qui nous ont fait perdre tout ce que toutes le nos Liban économies. A perdu. Oui, toute l'économie, la dépression et tout ça, c'est eux les coupables. Et c'est eux qui veulent maintenant qu'on légalise leurs décisions. Mais sans cette loi-là, le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a annoncé que son gouvernement ne pourrait plus assurer le financement des médicaments et des salaires d'ici la fin du mois. Oui, alors qu'il fasse les réformes qu'il faut. Mais d'ici quelques jours, est-ce que c'est possible de commencer avec les réformes? Non, il est impossible de faire quoi que ce soit en économie. Une mesure seule ne peut aboutir à quoi que ce soit. Il faut d'abord, respecter la Constitution, élire un président, élire un gouvernement, arrêter tout ce qui est contrebande, assurer la souveraineté du Liban finalement, avec avoir des limites. Vous aimez toujours passer des messages politiques aussi. Mais bien sûr, parce que c'est la politique. Toutes les raisons de la dépression économique, c'est de la politique. Vous êtes face à un double déficit. Le déficit de la balance des paiements et le déficit budgétaire. Ces deux déficits sont causés par quoi? Pourquoi on a continué à donner de l'argent à un gouvernement qui a délapidé l'argent? On a profité d'aucun investissement public. On a un budget maintenant qui met les dépenses d'investissement à zéro. Et donc, les nouvelles taxes, sans mais quels sont les critères de dépenses? Les critères de dépenses. Et quels sont les critères de recettes? C'est ça le problème. Quel taux de change? C'est ça. Il faut... Je peux vous dire, moi je ne suis pas économiste, excusez-moi, mais je peux vous dire qu'avec un budget pareil, comme ceux de 2022, Exactement. il y a un grand problème.
c'est un déficit budgétaire scandaleux. Exactement. Scandaleux. Alors, ils ont majoré les frais de l'électricité. Qui paye? Nous. Quelle région paye? Disons la vérité. Exactement. Quelles sont les recettes actuellement? Aujourd'hui, il y a une nouvelle quelque part dans un journal, dans un quotidien, qui a décrit que les recettes c'est plutôt les mêmes recettes, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne payent pas. Alors, il y a les camps des réfugiés syriens, il y a les camps des réfugiés palestiniens. Qui paye pour ces gens-ci? Alors ça, c'est un grand problème. Exactement. Je vais donc dire encore plus comment ils mesurent les recettes. Est-ce que si on inclut tous ceux qui ne payent pas, est-ce qu'on aurait un déficit? On aurait besoin de combien? À quel taux de change ils sont en train de mesurer tout le budget? Docteur Balouz, la grande question aujourd'hui aussi reste pour les fonctionnaires. Oui. C'est Saïrafa. Oui. Est-ce que Saïrafa sera maintenu sans cette loi-là? Pas de dollars, pas de Saïrafa. Donc, comment faire alors? Impossible de faire quoi que ce soit. Mais pour les gouverneurs, il faut passer à un floating rate graduel. OK. Monsieur il faut Matar, laisser faire. Il faut plus intervenir. La Banque centrale ne possède plus les moyens pour intervenir. Donc, il faut passer d'ici quelques mois à un floating rate pour la livre libanaise. Donc, est-ce que c'est possible? Quelles sont les conséquences? Excusez-moi, mais tous ceux qui parlent d'un floating rate, un pur floating n'existe dans aucun pays au monde, même aux États-Unis. La Banque centrale, c'est son devoir d'intervenir sur le marché d'échange afin de... Parfois, on intervient au contraire pour déprécier la monnaie. Donc pour vous, l'intervention doit continuer? Bien sûr qu'elle doit continuer. Mais si on n'a pas les dollars, justement, et donc entre les mains, comment faire alors? Et donc, on ne peut pas discuter d'une mesure sans avoir tout un plan de réforme qui inclut la politique budgétaire, la politique monétaire et la politique du taux de change. Vous êtes avec l'arrêt de Saïrafa? Moi, je trouvais que Saïrafa, en fait, on en avait parlé une fois avant, Saïrafa a essayé de faire entrer toutes les transactions et de contrôler les deux marchés. Sur les banques, dans les banques, parce qu'on a besoin de savoir combien... Vous pensez que la Banque centrale a réussi? Elle a réussi. D'abord, elle n'a pas réussi parce que le marché noir était plus fort. La Banque centrale est rentrée en tant que spéculateur sur ce marché, mais que finalement, avec d'autres mesures aussi, et d'ailleurs, on voit cette stabilité maintenant, avec d'autres mesures, elle a réussi, si vous voulez, à faire rentrer tous les spéculateurs dans le système. C'est ça. À tort ou à raison, mais c'est ce qui a assuré la stabilité. Même les... C'est une fausse stabilité. Oui, une stabilité précaire. Quand il y avait 30 et 40 000 livres de différence entre le dollar du marché noir et Saïrafa, alors moi je me demande d'où cet argent provient. Ça provient c'est l'argent des déposants. Oui. On a vécu pendant 30 ans, peut-être on continuera à le faire, malheureusement, jusqu'au dernier sou de l'argent des déposants, pas avec des innovations un peu originales, vous savez, comme si on était le FMI ou le Federal Reserve ou quoi. Des ruses. On a commencé par le swap dans les années 2001-2002, puis on a échangé les dettes en livres libanaises par des dettes en devises étrangères. On achetait toujours du temps. On essayait d'acheter du temps. Oui, mais c'était catastrophique. C'était catastrophique. Il y avait quelques députés qui ont dit non, mais c'était une petite minorité. Mais malheureusement, le peuple ne fait pas de contrôle politique dans les élections. Ce n'était pas un contrôle qui a été fait en 2022. Et le problème actuellement, il y a eu les ingénieries financières. C'était une innovation vraiment qui, je ne sais pas qu'est-ce que ça a abouti. Vous avez une position envers les ingénieurs financiers? Monsieur Martin, les ingénieries financières, je ne suis pas financière. Excusez-moi, c'est les ingénieries financières. Oui, mais tout avis économique... Oui, quel est votre avis envers les ingénieries financières? Est-ce qu'il fallait laisser les banques être en ruine?
Non, non, mais le taux de change à 1500 livres, c'était depuis 2016. Il y avait des recommandations, pas du FMI seulement, même de tous les pays donateurs, qui ont dit qu'avec 1500 livres de taux de change, ça va mener à la catastrophe. Mais il n'y avait pas cette audace. Je dois profiter du temps, de votre temps, pour repasser à un sujet qui est aussi important, c'est la constitutionnalité. Oui. La constitutionnalité du gouvernement de Najib Mikati et des décisions qui sont prises par ce gouvernement, pas seulement au niveau de l'endettement, mais d'autres décisions. Vous dites quoi? On vit actuellement sous le joug d'un chaos constitutionnel. Vu qu'on n'a pas pu élire un nouveau président de la République, c'est du blabla là, actuellement, avec des dialogues et tout ça. Actuellement, jusqu'ici, on n'a pas un nouveau président. Deuxièmement, le président ne peut pas venir sans un package deal pour faire un petit ajustement. On ne peut pas être très réformateur ou on ne peut pas rêver dans ce sens. On a un gouvernement qui est démissionnaire de par la Constitution, vu qu'avec le lancement, si vous voulez, d'un nouveau Parlement, le gouvernement sera démissionnaire alors par l'ordre du texte constitutionnel. Actuellement, ce gouvernement démissionnaire, par le texte constitutionnel, détient une bonne part des compétences du président de la République. C'est pour cela que nous sommes dans une polémique constitutionnelle, vu que le gouvernement, en principe, n'a pas le droit de se réunir en Conseil des ministres, mais le problème actuellement, qu'on ne peut pas dire au gouvernement de ne pas se réunir en Conseil des ministres, vu qu'il y a des exigences avec le temps. Ces exigences vont être plus élargies. Et même chose pour la compétence parlementaire, pour la législation. Le Parlement ne peut pas légiférer actuellement, vu que le texte constitutionnel est clair. Tant qu'il a cette mission, alors que la Constitution l'a décrit comme mission, d'élire un nouveau président, alors le Parlement ne peut rien faire. Mais avec les exigences et l'élargissement des exigences, et vu que la crise est très accrue sur tous les plans, le Parlement doit légiférer dans certains domaines, vu qu'il y a des besoins vitaux pour la société libanaise. Même chose pour le gouvernement, mais le problème, c'est qu'avec le temps, le gouvernement applique, si vous voulez, toute politique de toutes sortes, comme s'il était un gouvernement à 100%, avec une confiance, conformément avec à la une Constitution, légitimité. un gouvernement d'expédition des affaires courantes ne peut pas présenter des projets de loi. Ne peut rien faire dans ce sens. Le problème, c'est que la Constitution est claire. Oui, ce gouvernement fait quelque chose qui sort de son champ d'application et de champ de compétences. Et c'est pour cela que nous sommes sous le joug d'un chaos constitutionnel à 3 niveaux. Vacances présidentielles, gouvernement d'expédition courante qui est démissionnaire de par le texte constitutionnel, et un Parlement qui ne peut pas légiférer, mais il le fait. En plus, il faut promouvoir, avant tout, Maurice, il y a une chose importante, une dernière question pour promouvoir la justice. Tout commence par la justice. Avec un crime contre l'humanité crapuleux du 4 août, jusqu'ici, c'est caduc, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de véracité des faits pour qu'il y ait une justice. Nous sommes sous, si vous voulez, sous un déni de justice sur tout plan. Sur tous les plans. C'est catastrophique. Okay? Ils ont volé l'argent des Libanais et jusqu'ici, il n'y a pas de responsable. Vous voulez dire? Une paralysie institutionnelle voulue pour continuer dans le chaos. Il me reste 2 questions rapides parce que l'entretemps, bien voilà, d'ici 2 minutes et cette émission prend fin. Le défaut de paiement qui a été voté par le gouvernement de Hassan Diab, vous rendez responsable ce gouvernement de cette décision qui a été prise en ce qui concerne l'amplification ou bien l'amplification des conséquences de cette crise? Mais bien sûr, faire défaut, ça veut dire que tout ce qui est rating par les agents de finances, etc. Donc quelles étaient les conséquences de ce défaut de paiement? Plus d'investissement, plus de confiance dans le pays. Et la perte de 25 milliards de dollars. Oui, et la perte de tous ces milliards de dollars. Mais moi, je veux poser une question. Je me pose une question. Qui détient les Eurobonds? Pourquoi est-ce que les détenteurs des Eurobonds ne sont pas en train de réclamer ou bien d'aller en justice contre le gouvernement?
Car il y a, libanais. comme je dis toujours, il y a une classe de business politique qui nous gouverne. Mais ici Exactement. aussi, on remet en question le contrat de Lazare. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un Ouais. Ponzi Là seulement, Il faut Est-ce qu'il n'y a revoir pas- ce contrat qui a été voté, qui a été signé avec Lazare. Donc, Est-ce qu'il n'y aurait pas un Ponzi scheme aussi à part le Répondez-moi. monétaire? Répondez-moi. ça a eu lieu là. Ça a eu Au lieu. niveau des eurobonds, vous dites. Oui. Au niveau du management Mm. de tout ce dossier. Mm. Le dossier Mais docteur Serre, vous avec le défaut de paiement. êtes... Mm. Juste, c'est une décision unilatérale. Ouais. Ouais. Docteur Serre, vous êtes avocat. Oui, Il faut rendre quelqu'un responsable. c'est ça. Qui est responsable? On commence par la promotion de la justice au Liban. Il y a des enquêtes, les juges d'instruction travaillent, le procureur général de la République, les procureurs généraux. On n'a Mais rien il y a vu. un On n'a nexus rien vu. On n'a rien vu. entre le Jusqu'ici, juridique et la il y a politique. une question essentielle. Donc, voilà. Aucun dossier ouvert au sein de la justice libanaise n'a abouti à un dispositif clair, net et précis. Très bien. On a un vol, Euh, peut-être le vol le plus qualifié de l'histoire contemporaine, mais sans voleur qualifié. Exactement. Docteur Nicole Ballouz-Baker et docteur Anton Serre, je vous remercie. Au plaisir. Pour votre Merci temps. beaucoup. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, Bonne on journée. arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.